J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire? Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Excuse-moi, mais enfin. Ça y est. Enfin, on se retrouve dans ce studio. Vraiment. Finalement. Avec tous ces périples. Ouais, tu m'étonnes. Comment tu te sens? Ça va? Ça va, merci. Impeccable. Bien. Ça y est. Fatima, Yes. très heureux de pouvoir t'accueillir ici dans Alors c'est quoi ton histoire et bienvenue. Merci beaucoup dire ça. On va pouvoir essayer de comprendre la femme que tu es et ce que tu souhaites apporter aux gens aujourd'hui et ce que tu apportes aux gens aujourd'hui. Pour ça, on va commencer par un clap. Ensemble. Ok? 1, 2, 3. Oh! Belle synchronisation. Belle synchronisation. Merci. Magnifique. J'ai quelques questions pour toi avant de commencer. Génial. Ton prénom. Fatima. C'est quand j'arrive. Vraiment. C'est une question pour jauger. En fait, il y a un détecteur de mensonges quelque part. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme métier? Aujourd'hui, je suis consultante RH. J'accompagne les dirigeants à mieux recruter avec une dimension RSE, à les former aussi au niveau du recrutement et de l'IA générative. Et enfin, la gestion des carrières. J'accompagne les talents à justement clarifier leur projet et atteindre ce projet. C'est quoi pour toi la différence entre le talent, le génie et le travail et peut-être même aussi la prédisposition? Est-ce que tu fais une différence entre ces termes-là? Oui, en effet. Le génie, c'est, pour moi, encore une fois, il y a sa définition, tu vas le retrouver sur Larousse ou je ne sais quel autre site. Le génie, c'est une particularité où on n'a pas conscience. On peut avoir une idée, mais on n'a pas conscience, on prend pas conscience. Et c'est une particularité que tout le monde n'a pas pour résoudre une problématique liée au monde qu'on peut vivre. Et d'ailleurs, on a connu des génies dans ce monde. Je pense que tu en connais plusieurs, que ce soit dans mathématiques, que ce soit dans les process, ou encore liés à la RH, ou encore en neurosciences, ou encore dans la médecine, on en a plein. Talent, le talent, ça peut s'acquérir parce que par nos passions, entre autres, par trouver notre excellence, là où on se sent le plus à l'aise pour effectuer une mission, une tâche, ou ça peut être de l'art, ça peut être de la lecture, ça peut être l'art oratoire, ou encore ça peut être plein de thèmes qu'on peut aborder et on se sent à l'aise sans forcément demander de l'énergie supplémentaire. Et ça me rappelle justement une comment on appelle ça? Je dirais une recherche. C'est un recherche américain qui dit il faut 10 000 heures pour être expert. En effet, ça fluctue, 10 000 heures ou combien de jours, je ne me rappelle plus, du moins. Mais on devient expert. La jauge, elle va fluctuer en fonction de chaque individu. Il faut prendre en considération la personne, ce qu'elle apprécie. Effectivement, on peut devenir expert et là, on peut découvrir un certain talent qui permet justement de le montrer et de le faire savoir. Voilà, justement, tu en parles là, l'expertise ou le niveau d'expert, c'est quelque chose qui revient souvent, en tout cas dans mon entourage. C'est un débat que j'ai très fréquemment parce que j'ai une définition assez propre de l'expertise, moi, enfin du niveau d'expert, et j'aimerais bien justement essayer de comprendre un petit peu toi ta définition, comment tu définis justement ce niveau d'expert.
Alors, moi, à mon échelle, mon bagage et mes connaissances, comme j'aime le dire souvent, Fatima a une certaine expertise parce que j'ai effectué des missions, j'ai pu, en tout cas, avoir des connaissances, des savoir-faire. Et aujourd'hui, je me sens légitime de pouvoir accompagner sur certaines thématiques. Et là, je me dis expert parce que je me sens à l'aise. J'ai vu différents pans de cette expertise. Fatima ne peut pas tout faire. On est limité en termes de temps et en termes d'expertise. On ne peut pas être partout. Partout, c'est aller nulle part et je délègue énormément. Par exemple, en RH, au niveau recrutement, je me sens à l'aise pour recruter ou accompagner. Il s'agit de développement application ou bien de recherche en neurosciences ou ailleurs ou médecine. J'ai aucun scrupule, ou bien au contraire, de déléguer ces missions et même je me sens plus légitime à justement à faire une relation entre cette expertise en fonction du besoin. Donc, il n'y a aucun intérêt et même c'est de se dévaluer soi-même parce que il faut analyser et en tout cas par ma casquette aussi RH. On a un rôle central à détecter justement ces talents, les accompagner vers l'excellence avec les différentes ressources. Et identifier cette expertise. Et donc, c'est grâce à ces différentes expertises qui me permettent d'atteindre cet objectif-là. Et chacun a une expertise. Et justement, il ne faut pas, s'allouer de cette expertise qu'on n'a pas. Parce qu'on ne l'a pas vécu, parce qu'on n'a pas été formé, tout simplement, on n'a pas une appétence, mais on se dit oui, ok, je suis expert. Non, il faut être aligné avec ce qu'on est, ce qu'on veut véhiculer et ce qu'on peut délivrer. Ça, c'est très important. Le fait de délivrer, c'est extrêmement important et c'est là où on ressent l'expertise de la personne, on peut identifier assez rapidement et je trouve que on peut construire une notoriété, justement la marque employeur, l'image de marque en 30 ou 40, 50 ans et on peut la détruire en quelques secondes. Et je pense qu'il y a des grandes marques qui l'ont vécu, d'ailleurs ça me rappelle le Burger King qui a justement malheureusement il y a eu un bad buzz dans sa marque, mais ils ont réussi à déjouer et justement retourner cette situation, mais pour te montrer que autant être expert et incarner l'expertise de ce fait, on va attirer plus naturellement. Ça, c'est très important pour moi. Et pour toi, cette expertise et ce mot expert, est-ce que pour toi, il est absolu ou est-ce qu'il est relatif à quelque chose? Ça peut être des deux. Ça peut être les deux. Pourquoi? Tout simplement, tout dépend du positionnement qu'on va avoir. Est-ce qu'on se sent déjà légitime ou pas? Est-ce qu'on se sent en phase par rapport à ça? Et de l'accompagnement, parce que l'expertise, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? C'est là où se pose vraiment, ça peut être une problématique ou pas, tout dépend de l'individu. Moi, je le vois malheureusement, et ça me rappelle une phrase qui m'a dit justement ma petite sœur. T'as de l'expertise, en tout cas sans elle, je me sentais pas à quelques années, en tout cas légitime justement de me lancer. Et tu as X années, d'expérience, on le sait, en tout cas tu es habité par cette expérience et tu aimes ce que tu fais, tu aimes l'humain, tu as accumulé des diplômes, très bien, soit. En France on apprécie, mais qu'est-ce que tu attends? Clairement. Et donc, il y a entre ceux qui communiquent beaucoup, effectivement, c'est très bien pour eux, mais quand tu creuses davantage sur l'expertise, elle est floue, elle est vide parfois, encore une fois, je mesure les propos, et d'autres, malheureusement, communiquent beaucoup moins. Et c'est là les experts. Voilà ce qu'il en est. D'accord. Et aujourd'hui, si je te demandais de te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas. On va revenir un petit peu aussi sur tout ce dont on a discuté un petit peu brièvement là. Mais avant d'aller plus loin, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui souhaite te connaître et tu souhaites te présenter à cette personne-là, qu'est-ce que tu raconterais sur toi? Qu'est-ce que je raconterais sur moi? Plutôt le pro, parce que c'est important. Déjà, je laisserai la personne se présenter d'abord. D'accord. Et ensuite, je dirais, moi qui je suis, je suis là pour justement te faire briller dans l'ombre. Tout simplement, c'est identifier ton projet, où tu veux aller, et tout est possible et on avance ensemble. Ta réussite, c'est la mienne dans l'ombre. Ça, c'est très important. Et j'ai l'impression que ça sonne comme une mission
D'où elle vient cette mission-là? Ça vient, alors, comme j'aime le dire souvent, dans mes accompagnements, c'est ce que j'aurais aimé il y a quelques années, que je n'ai pas eu, c'est-à-dire accompagner avec vraiment engagement. Aujourd'hui, certains accompagnements, je les sens pas totalement, comment dire, en connexion avec l'individu. Et je pense que certaines personnes vont se reconnaître en m'écoutant, en me regardant. C'est que quand je m'engage, c'est que je donne à 2000% ou je donne rien et je remercie la personne et belle route. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important pour moi parce que je trouve que quand on accompagne, surtout dans les accompagnements, dans les conseils, il y a une partie, on délivre une partie de nous, et une partie de cette richesse et à les partager, bien évidemment. Et c'est ça qui permet justement, entre autres, d'être différent des autres et d'accompagner au mieux. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et tu parles d'engagement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as voulu t'engager? Et qu'est-ce qui fait aussi peut-être aujourd'hui, parmi toutes les personnes que tu accompagnes, qu'est-ce qui fait que certaines de ces personnes ne souhaitent pas, n'osent pas s'engager, n'osent pas faire ce qu'elles ont envie de faire? Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui pour toi que tu oses faire ce que tu avais envie de faire? Il y a deux questions là-dedans. On va déjà répondre à la première qui te concerne toi, puis ensuite on ira voir les gens que tu accompagnes. Bien sûr. Alors d'abord, moi, avec le temps et l'expérience et les personnes qui m'ont entourée, et si je devais donner un conseil à la Fatima il y a 15 ans, mais investis en toi. Ah là là, c'est un investissement en soi. On ne perd jamais, on gagne. On apprend, on gagne. Ça c'est première chose, l'expérience. Et avec les mentors que j'ai eus, les personnes que j'ai rencontrées, les formations que j'ai pu participer, et c'est ça qui m'a fait, en tout cas, c'est ça qui m'a permis de grandir et de voir le monde différemment. Et il y a le voyage aussi. Le fait de voyager, de côtoyer différentes personnes avec des réflexions différentes, parce qu'en Amérique, on réfléchit différemment, ou en Asie encore. Et ça m'a enrichi. Et de par ma culture, mon histoire aussi, qui fait que mais les valeurs de mes parents qui m'ont inculqué, et c'est magnifique. Et grâce à tous ces éléments, avec le temps, à un moment donné, je me dis, en fait, Fatima, t'as qu'une vie. Il n'y a pas de raison, tu reviens en arrière. Et comme les chats, par exemple, on se dit, oui, et puis ils ont plusieurs vies. Non, t'as qu'une seule vie, ose, t'attends quoi? Réellement, parce que si tu crées pas ta propre réalité, qui va la créer pour toi? Personne. Personne. Donc, va là où on t'attend pas, c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait des grandes études de l'ENA ou ESSEC, et pourtant, j'ai collaboré avec ces personnes. Tout est possible. Je pars du principe, il y a un humoriste qui me vient à l'esprit qui dit que la chose suivante, c'est un béninois de mémoire, et qui dit... Peut-être, je sais plus, mais... Un humoriste avec les cheveux un peu... Edgar. Lui, c'est quelqu'un... Il dit justement, si il y a un seul homme qui a réussi, c'est-à-dire que je peux le faire. Donne-toi les moyens. Tout est possible. On voit la réussite, la finalité de la réussite, entre autres. Encore, la réussite, on échangeait tout à l'heure, c'est que c'est propre à chacun. Quand tu regardes des multinationales, notamment Elon Musk, on voit la finalité, mais on ne voit pas tout ce qu'il a pu faire en amont, et surtout les racines qu'il a pu planter, arroser, entretenir, et qui a fait son succès aujourd'hui. C'est un succès qui est propre à lui, encore une fois. La réussite, encore, on peut la définir de 8 milliards de façons, parce qu'on est 8 milliards pour le coup. Et donc, c'est propre à chacun. Et la réussite, voilà, c'est important de l'identifier pour justement atteindre cet objectif. Donc, comme je disais, on n'a qu'une seule vie. Quel est selon toi ton objectif? Quelle vie tu veux te donner? Et pour l'atteindre, quels moyens tu veux œuvrer pour y arriver? Et juste avant de passer à la deuxième question qui suivait celle-ci, tu as parlé de réussite. C'est quoi ta définition à toi de ta réussite? Ma réussite, alors ma définition à moi, c'est me dire, je me pose la question à moi-même, est-ce que je vais dans un terrain où l'ancienne Fatima, elle aurait eu peur d'y aller? Donc j'aime les challenges, clairement, parce que par mon parcours,
J'ai collaboré dans le monde du luxe, retail, ensuite dans la e-santé, ensuite cabinet de conseil. Vraiment, ça, c'est des mondes différents. Ouais. Et j'ai voulu tester et j'aime tester. Et j'ai un mindset, le fait que j'apprécie énormément d'échanger avec les personnes, de voir d'autres cultures, de voir d'autres connaissances, d'autres savoirs. Et le fait de réussir, pour moi, c'est... j'ai pas de regrets quand j'aurai peut-être 70 ans, je sais pas. En tout cas, quand je serai plus âgée. Et je me dis, dans 10 ans, moi, j'ai testé et j'ai pas de regrets. Certes, ça n'a pas abouti comme je voulais. Et pour moi, c'est ça ma réussite, ma définition. C'est que, en tout cas, je suis partie au bout et ça a permis d'ouvrir des pages ou pas. Et voilà. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens qui viennent te voir, justement, ont du mal à oser? Il y a plusieurs freins, selon eux. Ça peut être l'entourage. Ouais. L'environnement, malheureusement. Dans quel sens? Quand on a un environnement, depuis de tout petit, on vous dit que tu es pas capable, reste à ta place, parle pas, fais rien. On formate le cerveau. Ouais. Et tu es le mieux placé pour en parler, d'ailleurs. C'est que, comme je le dis souvent, c'est ne pas vous freiner, bien au contraire, enlever ces pensées limitantes, les plafonds de verre. Si on vous accepte pas, c'est pas grave. D'ailleurs, le monde est grand et vaste. On est 8 milliards. Je sais pas si ils se rendent compte, les gens. Est-ce que je me rends compte qu'on est 8 milliards? C'est énorme. Et ça va être l'environnement, effectivement. Il faut casser cet environnement. Si on a un certain rituel, on a un objectif, on a un rituel. Ça peut pas matcher entre les deux. Est-ce que tu veux l'atteindre ou pas? Donc, il faut oser et gérer. Au-delà de oser, c'est casser. C'est dur, c'est amer. Rien n'est facile, tu sais bien. Tu connais les off pour le coup. Rien n'est facile. Persévérer. D'ailleurs, les skills où on doit avoir aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui parce qu'on est sur un monde et on le vit tous, directement, indirectement, il est très complexe, il est agile, il est volatile. Quand tu regardes bien aujourd'hui, c'est vert. Avec les annonces, on ne sait pas. Et donc, les soft skills qu'on doit avoir, c'est l'adaptabilité, ou l'agilité, ou encore le fait d'avoir sa propre réflexion. C'est prendre des informations, bien évidemment vérifier avec des sources fiables et faire sa propre opinion. Et qu'est-ce que réellement je veux. Je reviens toujours sur le fait qu'on n'a qu'une seule vie. Est-ce que tu veux que les autres dictent ta vie ou bien tu souhaiterais créer ton propre chemin et comme tu l'entends? Parce que dans tous les cas, que tu choisisses le chemin A, B ou C, il y aura toujours des personnes qui vont te dire oui, ça va pas. Non, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer et la critique positive, en tout cas la critique positive, c'est très bien. Je trouve que ça permet d'enrichir. Donc je disais que l'environnement, le fait de se limiter soi-même, alors on dit on n'est pas capable. À ce moment-là, il faut s'entourer. Faut s'entourer. D'ailleurs, les entrepreneurs le disent souvent. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est pas pour rien. C'est vraiment réel. C'est surtout quand tu es entrepreneur, c'est s'entourer de personnes qui te challenge, qui te disent oui, ok, là c'est pas un bon angle. Essaie de réfléchir différemment, regarde les sources, etc. Et reviens et peut-être tu auras découvert de nouvelles choses et meilleures pour toi d'ailleurs. Et parfois, oser, ça veut dire aussi changer, évoluer, en tout cas même changer d'environnement professionnel, ce qui signifie peut-être parfois faire une transition professionnelle. Comment ça se passe selon toi? Parce que parfois il y a certaines choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Demander à quelqu'un qui a peut-être déjà un certain mode de vie d'évoluer. Il se retrouve un petit peu prisonnier de cette situation dans laquelle il est et il faut qu'il fasse une transition parfois professionnelle, sociale, familiale aussi parfois parce qu'il faut savoir aussi se séparer de sa famille quand finalement cette famille est freinante. Comment t'accompagnes là-dessus? Quels sont les conseils que tu apportes là-dessus, toi? Très bonne question, merci beaucoup. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais te donner un petit peu le contexte, c'est que je l'ai vécu. Je
pense que on peut pas se permettre de donner des conseils si on ne l'a pas vécu déjà en amont. Moi, c'est mon propre avis, encore ça ne tient qu'à moi, encore une fois. Je ne me permettrai pas sinon, comme je le soulignais il y a quelques temps, c'est que je délègue, je n'ai pas de crainte, bien au contraire, c'est vraiment de rediriger vers une personne habilitée, justement, à l'accompagner. Et par rapport à la transition, effectivement, moi, de base, orienté sales, retail, cosmétique pour des marques grands groupes, je pense qu'à un moment donné, tu fais vite le tour et il faut, j'inviterai beaucoup de personnes, dès que vous avez un moment, en tout cas, dès que tu as un moment, pose-toi et te dire, mais est-ce que ça me plaît ce que je fais actuellement? Est-ce que, parce que il y a des personnes, pendant 20, 30 ans, ça leur convient et soit c'est très bien. Et heureusement, il y a des personnes vraiment, il faut tout pour faire un monde et on est tous complémentaires. Mais à un moment donné, dans toute ta carrière, il faut se dire, stop, est-ce que ça me convient? Et faire une introspection sur soi. Qu'est-ce que je veux? Il me reste, je sais pas, en tout cas 10, 15 ans, 20 ans d'expérience professionnelle. Est-ce que je continue dans cet environnement ou bien non, en fait, je veux changer. Et j'ai envie de te dire aussi, l'environnement mondial en tout cas t'oblige à changer. D'avoir cette, comme je te disais à l'instant, le côté agilité. Tout le monde va être impacté par le changement. Est-ce que tu veux le subir ou tu veux l'anticiper? Et analyser sa situation, c'est un premier cap. Et ensuite, s'entourer de personnes. Certaines personnes vont te dire, oui, je vais faire solo, oui, je vais y arriver. Est-ce que tu veux optimiser ton temps ou pas? Est-ce que tu veux t'entourer de personnes compétentes? Et là, oui, tu prends pas la première personne. Moi, ce que je recommande, c'est pas d'aller justement sur les réseaux ou Google, peu importe, et la première personne, on la contacte et ça y est, on fait la... Non, fais tes recherches à minimum. À minimum, et vois si la personne correspond à tes valeurs, correspond à... J'en ai bien conscience que je peux pas plaire à tout le monde, s'il n'y a pas de problème, et c'est ok, et c'est très bien ainsi. Et j'aimerais pas accompagner une personne qui a pas la même vision, la même dynamique, ça c'est très important, parce que je vais pas délivrer comme je voudrais, et je serai limitée. Et ça, c'est dommage, et je veux pas. Parce que quand, en tout cas, j'accompagne 2000%, ça c'est très important pour moi. Voilà ce qu'il en est. Si elle souhaite, en tout cas, elle est dans un environnement, ou du moins un contexte, où c'est trop pour elle, il faut dire stop. À un moment donné, il faut respirer et le chemin, on a différents chemins. Il n'y a pas une concurrence, et ça c'est typiquement français, je trouve. On se concurrence beaucoup. Or, on a des vies différentes, la perception du travail, du monde du travail et de l'emploi est différent, et donc il faut s'écouter. Et ça c'est important, et je pense qu'il y a un changement qui se fait progressivement en France, et tant mieux d'ailleurs. C'est que on regarde qu'est-ce qu'on veut, et surtout avec la dernière génération, en tout cas du moins la Gen Z, on le voit, cette tendance changer, c'est qu'il ne reste pas 20-30 ans se dire oui, est-ce que ça me correspond? Non, il faut assez rapidement une introspection. Est-ce que c'est une mission que je veux? Est-ce que la vie que quand tu regardes sur les réseaux, c'est la folie pour le coup. Et donc, de ce fait, tu fais de l'introspection et tu t'entoures de personnes bienveillantes et surtout qui te challenge pourquoi du comment. Et pas que orienté business, c'est bien beau, mais non, je pense que il faut délivrer de la valeur avant moi je dis souvent, il faut donner avant de recevoir, ça c'est très important. Et par ce process, tu vas pouvoir atteindre cet objectif-là et tu vas avoir plus clair. Faut pas aller, je dirais, parce qu'on nous a recommandé un poste, parce qu'on nous a recommandé un marché. Non. Ce que je dis souvent quand on m'interroge, oui, je sais pas vers quel métier. Pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que j'aime faire? Où j'en suis? Et vers quoi je veux? Je sais que parfois, à un certain âge, c'est compliqué, j'entends bien, mais regardez, sonder l'entourage, sonder les professionnels, aller vraiment... et pas d'inquiétude, le monde échange. Il faut juste savoir s'adapter. Et tout à l'heure, tu parlais de recrutement, justement, aller chercher aussi, savoir s'entourer, aller chercher les gens qui ont les compétences. Quand tu as une équipe, savoir recruter des personnes qui ont les bonnes compétences pour faire évoluer ton équipe et le travail de groupe. Exactement. Finalement, tu recrutes selon quoi, selon toi? Un CV, un humain, un entretien?
Quelle est, selon toi, la meilleure manière justement de recruter quelqu'un? La meilleure manière de recruter quelqu'un, c'est il y a plusieurs facteurs. D'abord, idéalement, j'aimerais recruter son CV. Bien évidemment, ça c'est le rêve de tout le monde, mais c'est pas possible. Dans certains secteurs, il y a des prérequis. Quand je recrutais justement à l'époque des médecins, tu peux pas recruter uniquement sur le CV. Notamment, ça va être le prérequis qui est obligatoire, qu'ils soient inscrits à l'ordre des médecins. Ouais. Si sa thèse n'est pas valide, en tout cas du moins s'il n'est pas actif sur, en tout cas via l'ordre des médecins, il peut pas exercer. Dans différents types de contrats, mais il peut pas exercer. Donc je dirais d'abord, tout dépend du secteur d'activité. Et ensuite, tout dépend du besoin du manager, du dirigeant en question. Et on part du besoin et de la culture d'entreprise aussi, parce que c'est la stratégie, pourquoi on recrute, parce que le recrutement, c'est une finalité de la GEPP. C'est la gestion. Et c'est... Alors, c'est de la gestion des emplois, le parcours professionnel. On va identifier, ça c'est les RH qui ont cette mission, c'est de faire un état des lieux de ce qui se passe en entreprise. Quel talent j'ai en ma possession, en tout cas dans l'entreprise, avec une cartographie des compétences et par cette cartographie, les ressources financières, on va avoir les ressources technologiques et humaines. Donc, tu vas faire un état des lieux et par cet état des lieux, l'existant et surtout par rapport au marché, qu'est-ce que on peut anticiper, avoir justement, on va utiliser l'IA entre autres à petite dose, en tout cas stratégiquement, on va sonder le marché, les tendances et les clients qui ont besoin. Et on va matcher l'existant avec ce qu'on a besoin pour pouvoir recruter. Parce qu'on parle de recrutement, mais avant de recruter, il faut identifier, on ne va pas recruter parce que effectivement, si tu recrutes là où tu n'en as pas besoin, c'est une charge de la masse salariale qui va être implémentée dans les comptes et forcément, ça peut pénaliser les comptes, clairement, et voir une certaine clôture malheureusement. Et donc, la RH, en général, c'est les DRH qui sont en mission sur cet aspect où les RRH. De ce fait, ça découle sur justement la politique de recrutement, la politique de REM, etc. etc. Et le recrutement, avec une dimension RSE, on l'entend de plus en plus. C'est comme le greenwashing. Inclusion, diversité, alors oui. Et le recrutement, on doit recruter parce que on a un réel besoin. Parce que on a identifié et avec surtout une politique qui est ancrée. Parce que encore une fois, un mauvais recrutement, c'est en moyenne entre 30 et jusqu'à 150 000 euros. Un mauvais recrutement. Tout dépend du poste, la structure, etc. Ça, c'est pas moi qui le dis. La structure, tu l'as trouvée sur Welcome to Jungle et je crois bien de mémoire, IFOP qui a fait aussi la stat sur ce sujet. Et donc, le recrutement, c'est certes un levier de performance. En revanche, il faut savoir l'utiliser au bon moment, en fonction du besoin, du secteur du besoin. Moi, j'aime recruter dans un premier temps avec mon réseau. Avant de recruter, c'est que je vais demander à mes confrères consoeurs en RH recrutement s'ils ont un talent à me proposer éventuellement. Et progressivement, là, je vais passer sur les job boards ou encore sur des postes. Voilà, ça va être et beaucoup de candidats sous-estiment le réseau pro, le réseau même de famille, clairement, parce que c'est une étoile, en tout cas, c'est une toile d'araignée, notamment sur LinkedIn, qu'on sous-estime. Et là, ça va être le côté invisible de l'iceberg, c'est que toutes les annonces ne sont pas publiées. Et donc, avec CV, oui et non. Si je peux recruter avec CV, sans CV, pardon, je favorise. En revanche, je vais challenger le candidat. Pourquoi, du comment. Et je le vois déjà avant même de voir le CV, quand on vient me solliciter, je les challenge sur la posture d'entretien. Et souvent, il y a des freins
On veut pas d'élèves, on veut des personnes opérationnelles et c'est ça, il y a un gap entre les deux et on le voit ceux qui sont déjà matures sur le côté professionnel et des juniors. Après, il faut accepter, hein, j'entends bien et il faut les challenger pour les missions. En tout cas, on essaye d'être le tampon entre le candidat et le manager pour atteindre cet objectif-là parce qu'on a aussi une mission dans tout ça. Et le recrutement avec son CV, je suis partagée. Il faut, malheureusement, aujourd'hui encore, en France, on a besoin de CV. D'ailleurs, dans le monde, quand on regarde, on a besoin de CV parce qu'il y a des prérequis, ça permet de gagner du temps pour le recruteur. On peut pas recevoir tous les CV, on peut pas recruter sans CV et recevoir tous les candidats. En termes de temps, humainement, c'est impossible. Impossible. En termes de lecture, en termes de présence avec un échange et on n'a que 24 heures, je crois. Ouais. Voilà. Donc, on peut pas. On a d'autres missions qui se greffent. Enfin, le chargé de recrutement, il ne recrute pas que. Il n'y a pas cette partie que recrutement. Il y a la partie analyse, il y a la partie échange avec le manager. Il y a une construction qui se fait en parallèle. Donc, tout dépend encore une fois de la structure de la boîte. Ça peut être un grand compte comme une PME ou une petite structure. Voilà ce qu'il en est. Et là, finalement, quand tu reçois quelqu'un qui vient passer un entretien. Quand tu dis qu'il y a des prérequis et parfois tu en as qui passent à la trappe et forcément parce qu'ils n'ont pas... qu'est-ce que c'est ces prérequis ou même parfois quelles sont les phrases éliminatoires, les comportements éliminatoires finalement quand tu as un candidat qui est en face de toi? Alors, tu me poses deux questions là. Exactement. Merci. Alors, les prérequis, encore une fois, ça va être en fonction du besoin. Nous, en tout cas, je l'ai appris de cette manière et je l'ai fait en tout cas, je l'ai pu mettre en application, c'est d'avoir une grille la plus éthique possible. Et là, je juge, c'est bien un grand mot encore une fois, je fais un état plutôt des compétences avant même de recevoir le candidat, notamment s'il y a un besoin sur une technicité, sur des outils. Par exemple, parfois, sur des annonces, il est noté obligatoire l'anglais. Là, soit je challenge le candidat ou bien sur son CV, ou je vais faire de la veille par rapport à ça, ou on peut envoyer des tests d'anglais carrément. On va avoir le quota qui est prêt. En tout cas, ça va être le prérequis pour atteindre un entretien, soit en visio ou en présentiel. Par exemple, je sais pas, ça va être en tout ce qui est orienté tech, par exemple, notamment développement ou encore, ça va être dans l'IA, vraiment. On va avoir des prérequis qui sont définis en amont. On peut pas recruter je respecte tous les métiers, bien évidemment. Il n'y a pas de sous-métier, ça c'est très important. Un boucher pour un développeur ou un poste en développement, ça c'est pas possible, c'est inconcevable. Et forcément, on ne matche pas. Donc ces prérequis sont là pour filtrer, pas pour un mal pour le candidat, mais pour créer une certaine relation du candidat et employeur. C'est l'objectif, ça c'est très important. Et ensuite, je dirais, en entretien, c'est la posture du candidat. Comment dire? Certains candidats ont tendance à réciter leur CV. Si je voulais que tu récites ton CV, je t'aurais demandé un vocal, envoie-moi ton vocal. En fait, il faut faire vivre ton parcours. Moi je veux, quand je te reçois, Durcia, Durcia, qu'est-ce qui m'apporte réellement à la boîte humainement? Parce que, à savoir, les soft skills aujourd'hui comptent plus que les compétences. À mesurer, pas à couper mes propos. Bien évidemment, ça dépend des secteurs, etc. Il y a des prérequis, comme on disait, le fait que, par exemple, l'anglais ou de la technicité dans le développement, etc. Les soft skills. D'ailleurs, j'ai échangé il n'y a pas si longtemps avec un dirigeant qui me disait, Fatima, je préfère recruter une personne, je la sens, je vois en termes de motivation, en termes d'engagement. Parce que le processus d'un recrutement, c'est dès lors qu'on envoie un mail de confirmation pour un échange ou en tout cas au talent. Dès lors qu'on envoie, on va analyser le comportement, même quand tu pousses la porte d'un immeuble pour un entretien. On va analyser ton comportement, vraiment pour le coup de bout en bout. Et il disait, pour revenir sur ses propos, je préfère recruter un candidat qui matche avec mes valeurs, au niveau des soft skills, l'observation, la motivation, comment il se décrit, que les compétences. En tout cas, il y a des minimums, bien sûr, requis. Les compétences, ça s'acquiert.
aujourd'hui, en 2026, avec un ordinateur, tu peux te former dans tout, on est bien d'accord. Ouais. Demain, je veux m'orienter dans la tech ou dans un autre métier, peu importe, même manuel. Avec la formation, je me donne 6 mois, 1 an et je deviens, en tout cas, une transition qui se fait plus ou moins dans un autre métier, sans problème. Et là, l'humain joue un rôle important, voire crucial. Parce que quand tu recrutes, après, en tout cas, cette phase, des mauvaises surprises peuvent arriver. Ouais. Et là, c'est là où on parle de sujets sur le fait des coûts directs et indirects du recrutement. Et on essaie de cadrer au maximum. Bien évidemment, l'erreur zéro n'existe pas, le risque zéro non plus, mais on va minimiser par les filtres, notamment les ATS, notamment avec les prérequis, les calls et l'entretien visio. Quand tu as des visios, parfois 2, voire 3, voire 4, certains process peuvent aller jusqu'à 6 mois. Donc, ah ouais. Oui, ça dépend. Oui. Bah, notamment pour de mémoire, quand j'avais fait de la recherche par rapport à ça, tout ce qui est process de recrutement, c'est au niveau de l'armée, au niveau de la sécurité. Donc forcément, ça allait jusqu'à 6 mois parce que là, on parle de sécurité nationale et c'est différent et on peut pas intégrer n'importe quel type de collaborateur parce qu'il y a des prérequis, notamment liés à ton casier, etc. Donc forcément, on a besoin de challenger davantage le candidat pour, en tout cas, limiter les risques un maximum. Voilà ce qu'il en est du recrutement de bout en bout. Voilà. C'est un long parcours. Exactement. Et justement, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on peut changer aujourd'hui, on peut faire une transition grâce à Internet maintenant. Il y a des formations un petit peu partout, des formations en ligne, des formations en présentiel, des ateliers, etc. Clairement. Pour une personne qui souhaite justement entrer dans le marché du travail, quelles sont les grandes transformations aujourd'hui qui ont lieu dans le marché du travail? Aujourd'hui, donc un junior cadre, par exemple, ou un junior tout, peu importe le type de contrat, c'est qu'il faut qu'il entretienne une compétence qu'on a tous. Oui, tous, depuis qu'on est né. Pour le coup. Oui, pardon. Hâte de savoir laquelle, c'est savoir apprendre. D'accord. Oui, on a appris à marcher, à manger, on a appris à parler. Quand tu sais apprendre, tu sais tout faire. C'est quoi qui te freine réellement? Rien. C'est savoir apprendre. Dès lors que tu... et ça, c'est le défaut, je dirais, de beaucoup de candidats en se disant « j'ai un diplôme ». D'ailleurs, j'en ai fait un post. Mais bon, j'ai un diplôme, je peux avoir un job facilement. Or, la réalité, malheureusement, ils reviennent me solliciter en son... Je sors de Polytech ou ESSEC et pourquoi j'ai pas de boulot? En fait, vous n'êtes pas forcément préparé au marché de l'emploi. Certes, en relation, vous pouvez avoir des relations, effectivement, mais ça peut freiner, ça peut mettre du temps à trouver le job qui match, qui soit aligné avec vous. Justement, se préparer à savoir apprendre et être toujours à l'affût, même pendant les études. Même avant, anticiper, à fin d'études, anticiper qu'est-ce que le marché a besoin et pas que marché national, voire international. Parce qu'il faut savoir que ce soit l'Asie ou l'Amérique et déverse sur l'Europe. Et donc, le fait d'être agile, notamment sur la technologie, bon, je t'apprends rien que l'IA est partout, mais il y a différents types d'IA et être sensible, on ne demande pas d'être un développeur ou un ingénieur dans cette thématique. Or, en revanche, savoir prompter ou bien avoir connaissance du pourquoi on l'utilise à quel moment et avoir surtout en tête une certaine perception, pourquoi je l'utilise et comment je l'intègre dans mon métier, parce qu'aujourd'hui tout le monde est impacté à différentes échelles, encore une fois, bien évidemment, et être sensible dans ça. Donc demain, tu as besoin en tout cas tu veux entrer dans le marché de l'emploi, fais de la veille, premièrement, et sois agile et apprends de nouvelles compétences, parce que c'est juste une étape à ton diplôme. Je dirais, apprends tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie, hormis ta carrière, tout au long de ta vie pour le coup, et ça te permettra justement d'être attractif, qu'on viendra te chercher, et pas l'inverse.
Et justement, pour les personnes qui sont en carrière et qui se sentent parfois bloquées dans cette carrière-là, parce qu'ils attendent une promotion, d'évoluer dans la boîte, etc. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils attendent. Quelle serait, toi, ton approche par rapport à ça? Alors, pour le coup, j'ai beaucoup vécu d'expériences et j'ai vécu celle-ci justement quand j'étais dans le retail luxe et j'avais soif d'apprendre, mais en face, les promotions n'arrivaient pas. Donc à un moment donné, j'ai dit stop et ne pas rentrer dans cet engrenage de dire oui et peut-être. En fait, le temps, encore une fois, je reviens là-dessus et c'est fondamental, le temps il est limité. Il ne s'achète pas, on peut pas revenir en arrière, on peut pas dire stop. Donc, ton temps il est précieux. Donc, dire stop, faire une introspection. Pourquoi, du comment, vers quoi je me tends, en tout cas, qu'est-ce que je veux dans quelques années. Il y a plein de boîtes dans le monde. Il y a plein. Il faut pas se freiner à une seule boîte, bien au contraire, parce que certaines personnes se disent oui, il y a l'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Clairement, si tu as 70 ans, et même 70 ans, j'ai vu des miracles. Vraiment. J'ai vu même des médecins à plus de 80 ans exercer encore. Et tu regardes sur Internet, on a besoin d'eux encore, pour le coup. Et il n'y a pas d'âge, je dirais. Donc, dès lors que tu te poses et tu fais une introspection et tu te dis j'ai qu'une vie et mon temps limité, si j'attends encore 1 an, et c'est même pas sûr, il n'y a rien qui me garantit qu'il y ait une promotion. Est-ce que je vais attendre encore 1 an? Et 1 an, alors en 1 an, tu peux te former, non, 6 mois, pardon, à 1 an, tu peux te former dans différents sujets et créer une nouvelle opportunité pour toi-même. Personne ne va créer ta propre réalité. Il faut la créer soi-même. Ouais. C'est bon. Justement, on parle d'intelligence artificielle, que l'utilisation de l'intelligence artificielle doit être stratégique. Quelle est cette stratégie justement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ton domaine? Dans mon domaine même RH. Dans le domaine RH, oui, de manière générale. Alors, faut savoir, je dirais, faire une veille déjà sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en RH, directement ou indirectement, on est impacté, notamment avec l'automatisation de certaines missions en RH. Être sensible à cela, c'est déjà être novatrice dans son domaine d'activité et surtout son métier. Et de plus en plus, l'environnement ne laisse pas le choix. Est-ce que tu veux subir ou tu veux justement être en avance sur ce sujet? Et surtout en RH, parce que c'est le poumon de la boîte. Quand tu regardes bien, elle manipule des données, elle manipule des données, et il y a une certaine cohérence et surtout, je dirais, connexion avec les différents services. Elle n'a pas le choix. Cette fonction-là, elle doit prendre ce sujet à bras le corps. D'abord, s'acculturer sur ce sujet. Premièrement, d'où ça vient, pourquoi on l'utilise et comment on va pouvoir l'intégrer dans notre vision. Parce qu'il y a différents outils, bien évidemment, et pourquoi on l'implémente. Parce que tu as des outils, notamment, tout dépend encore de la structure, ERP ou tu as des SIRH. Ils l'ont déjà intégré, ces modes d'outils, mode SaaS, et ils l'ont déjà intégré. Donc, autant anticiper, se former, sensibiliser dans ce sujet. Et stratégiquement, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est très énergivore. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais ça demande beaucoup de consommation d'énergie, d'eau, de matières premières. Et donc, comment en RH on l'intègre, notamment en recrutant par exemple, on va l'intégrer avec les outils ATS, etc., avec les prédictions de CV, on va matcher les besoins avec les candidats potentiels et réfléchir en amont dans quelle fonction on va l'intégrer, parce que la fonction RH c'est vaste. Tu as la paie, tu as la paie et rémunération, tu as la GEPP, on disait, la gestion des emplois et parcours professionnels, tu as le recrutement, tu as aussi la formation. C'est vraiment à part entière comme métier. Tu as plein d'autres, tu as le métier SIRH, etc. Et donc, à quel moment je l'intègre? Pourquoi je l'intègre? Et que ce soit en cohérence avec la stratégie d'entreprise. Et pourquoi je l'intègre clairement? À quel moment? Et dès lors qu'on a identifié ces éléments-là, là, on peut être hyper smart et choisir le bon outil, surtout, et réaliser un benchmark, parce que tous les outils ne se valent pas et par rapport à nos besoins.
ça rejoint le recrutement pour le ouais. coup, besoin et les candidats sur le marché. Ouais. Il y a des outils qui ne matchent pas du tout avec les valeurs de la boîte ou encore les besoins, encore une fois, sur l'entité en question. Et encore une fois, l'IA, elle n'est pas là pour ralentir. Elle est là pour nous permettre d'avoir du temps de qualité et en tout cas réorganiser d'une autre manière l'emploi, le travail. Et quand je vois dans certains postes RH où c'est hyper chronophage, l'automatisation, elle est vitale. Je trouve que réorganiser de cette manière, pour l'avoir vécu, et donc je trouve que c'est une plus-value non seulement pour la personne qui va l'utiliser, et il faut savoir l'utiliser et comment. Parce qu'il y a aussi l'aspect réglementaire, notamment en Europe, avec la RGPD, avec l'IA Act et d'autres lois qui greffent sur ce sujet-là. Ouais. Et donc, la RH, c'est crucial pour elle, en tout cas de s'acculturer sur cette thématique, mais pas que, surtout d'aller au-delà de s'acculturer, c'est de l'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise, mais pourquoi, comment, on n'a pas conscience du traitement de la donnée et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on puisse l'utiliser à titre personnel, ok, soit ça c'est ton propre choix et c'est ok. Par contre, tu manipules des données, t'es garant des données de tes collaborateurs avec l'IA, et s'il s'avère que tu communiques des données hyper sensibles, ça se sait déjà rapidement parce que tout est tracé aujourd'hui. Le numérique, tu peux vite tracer tout l'historique, et donc il est vital pour la personne qui est en fonction RH, dans la fonction RH, de se former et être justement initiatrice et se poser la question dans qu'est-ce que je peux lui confier pour optimiser et apporter de la vraie valeur à l'entreprise, de être différent. Parce qu'on est une boîte dans l'inclusion diversité où on a vraiment une mission pour le coup, et là ça va se différencier. Parfois, si tu veux faire matcher une mission, un besoin d'un dirigeant et un talent, tu les fais matcher, mais le matching ne se fait pas correctement. Est-ce que c'est des choses qui arrivent? Et à quoi c'est lié? Finalement, est-ce que c'est un problème lié à la technologie ou c'est un problème lié à la personne qui utilise cette technologie? Je vois, c'est beaucoup plus clair, merci. Alors, en effet, il y a plusieurs facteurs. C'est est-ce que la personne qui utilise cette IA est formée à cet outil, IA générative, etc. On parle de IA générative, puisque voilà. Est-ce qu'elle est formée déjà? Premièrement, comment elle l'utilise et comment elle a prompté et c'est quoi les prérequis? Il faut savoir, tout ce qui est technologie, c'est bête et discipliné. Elle applique uniquement ce qu'on va lui mettre comme requête. Si on met un certain type de requête, elle va forcément répondre à la requête. C'est tout simple, vraiment pour le coup. Et oui, il y a des failles. Ça va être des biais algorithmiques ou des biais humains, parce qu'on en a dans les deux parties. Et voilà. Et être vigilant et toujours avoir cet esprit critique que l'IA ne peut pas enlever pour le coup. L'esprit critique, est-ce que mon processus, et se remettre en question, est-ce que mon processus de recrutement, je vois qu'il y a plusieurs CV qui sont identiques. Pourquoi du comment? Pourquoi elle me choisit ce type de CV? Revenir à l'essentiel, la base, comment je l'ai justement formaté, comment j'ai filtré de cette manière, etc. Et parfois, il faut tout déconstruire pour reconstruire, pour aller plus loin et matcher justement ces deux besoins. Et justement, quand tu parles de tout déconstruire, il faut d'abord tout déconstruire pour tout ensuite reconstruire, quels sont les murs que tu dois faire tomber pour ensuite rebâtir d'autres bâtiments avec justement les gens que tu accompagnes? Tout à l'heure, on a parlé des croyances limitantes. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Beaucoup, ceux qui me sollicitent du moins, pensent que je vais juste faire un CV avec eux. C'est faux. Justement, je vais tout déconstruire pour le coup. Effectivement, la finalité, c'est un CV. La
effectivement, c'est en tout cas, le candidat puisse être, ses compétences puissent être attrayants, en tout cas sur le marché, attirer et postuler différemment. Je joins le côté RH, positionnement et accompagnement humain, mindset, tous ces éléments à l'accompagnement. Parce qu'en recrutement, en fonction des secteurs d'activité, on recrute différemment. Il n'y a pas que les job boards. Beaucoup. Faut arrêter. Non, faut pas que arrêter, mais du moins, il y a d'autres moyens pour justement trouver ces opportunités. Et donc, qu'est-ce que je déconstruis? C'est plutôt là où il y a un grand travail à faire de fond, c'est le mindset. C'est que oui, j'ose pas aller parce que... Et ça, je l'ai vu énormément avec les femmes, malheureusement. C'est des stats qui le disent, c'est pas moi. D'ailleurs, j'avais lu, ils avaient justement organisé IFOP de mémoire sur le fait que sur un panel de cette enquête, qui est les hommes, dès lors qu'ils considèrent que l'annonce, en tout cas, est match à 50%, on postule. Soit c'est bien, tant mieux, c'est cool, on a plus de candidats hommes. En revanche, les femmes vont être hyper exigeantes envers elles-mêmes. Elles postulent à 80 voire 90%. J'ai pas toutes les missions. J'ai pas je l'ai eu il y a pas assez longtemps, j'accompagne une personne qui est dans le journalisme, elle me dit mais je préfère pas postuler Fatima parce que je me sens pas trop à l'aise sur cet outil. T'as tous les éléments que la boîte recherche pour un prérequis qui n'est pas obligatoire, t'es pas stipulé, est obligatoire, tu postules pas. Elle s'auto-freine. C'est bien dommage, alors que il faut oser. Et ça serait lié à quoi, toi, selon toi, justement, cette différence? Je pense que ça vient de loin. Ça vient de loin. C'est notamment, quand on disait notre début de notre échange, c'est l'environnement. C'est comment on a été mis dans des cases. Oui, tu es faite pour ça, ou tu as tel diplôme, faut que tu ailles dans ce domaine, etc. J'ai vu des médecins se reconvertir dans d'autres domaines, mais vraiment l'opposé. Carrément l'opposé, parce qu'ils voulaient plus faire médecine. Donc tout est possible, et donc faut pas s'arrêter le fait parce qu'on vient d'un environnement. En fait, faut créer sa propre réalité encore. Pour comment les femmes qui viennent te voir font face à ce genre de situation? Comment elles font face à ça? Alors, au début, beaucoup de freins, elles se posent toutes seules. Moi, j'écoute attentivement, l'écoute active pour le coup, mettre en pratique. Et ce skill, c'est très important parce que ça me permet d'analyser qui est cette personne. Pourquoi je vais, en tout cas, est-ce que je peux l'accompagner dans sa réussite, parce que je peux pas accepter non plus tout le monde, parce que c'est hyper énergivore en termes de temps, et voilà. Sinon, forcément, je recommande une autre personne qui est habilitée. Et avant, ils ont une certaine idée d'elles, même des hommes en sortant un petit peu, mais surtout les femmes. C'est là où je remarque vraiment le changement. C'est pendant. J'acquiesce ce qu'elle me dit. Moi, je suis pas là pour changer ou dire ce qu'il faut faire. Je ne choisirai jamais pour une personne. Je vais la guider, je vais lui mettre à disposition tous mes outils. On va co-construire un chemin, mais ce sera elle qui va être décisionnaire. Et si on pense que je vais choisir le métier, parce que certains m'ont dit oui, est-ce que tu peux me conseiller un métier? Non, je peux pas conseiller un métier. On va partir de toi d'abord. On va déconstruire pour reconstruire et créer une feuille de route pour atteindre cet objectif-là. Et au cours du processus, de l'avancement, notamment je travaille sur le mindset, et elles me font un retour, mais Fatima, mais je savais pas que j'étais capable de faire tout ça. C'est toi qui le dis. Moi, je t'ai fait juste un état des lieux, par mes outils, je te fais un état des lieux de ce que tu es capable. Et au fur et à mesure, le fait d'être entouré de personnes aussi bienveillantes qui te challengent et que te dire en laps de temps, et les personnes témoins, ils se reconnaîtront peut-être, voilà. Le fait que tu prennes conscience, c'est là, conscientiser, c'est important, que tu as des compétences, que c'est possible, et que je match la réalité, ce qu'on a besoin en tant qu'employeur, entre guillemets, et ce qu'elle a.
en fait, c'est possible. Et les écrits restent et les paroles, en tout cas, s'envolent certes, mais le fait de rester sur du factuel, ça rassure davantage. Et en parallèle, en me racontant une partie de mon histoire, pour le coup, et que tout est possible. Après, en tout cas, à ce moment-là, on co-construit, comme je le disais, une feuille de route qui est adaptée, alignée avec ses valeurs. Moi j'ai peur, oui, je vais pas avoir d'opportunité. J'ai peur de me nicher, parce que j'ai mon vol, j'ai peur parce que j'ai un nom. Non, en fait, va là où on t'attend, là où on a besoin de toi. Quand on a besoin de compétences, on s'en fiche, peu importe d'où tu viens, on va signer avec toi parce qu'on a besoin de cette compétence. Et par les actes, elle m'envoie des messages en me disant oui, en fait j'ai décroché un entretien. Oui, j'ai. Mais je pensais pas que c'était possible parce que c'est toi qui te freines toute seule. Déjà, le marché, il est tendu. Alors, si tu t'auto-freines par cette partie, c'est dommage pour toi. Et donc, c'est progressif. C'est un chemin, en tout cas, que j'essaie d'accompagner au mieux pour atteindre leur objectif. Certes, c'est pas parfait. Ça demande du temps, de la résilience, mais avec le temps, de la résilience et de la persévérance, on va atteindre. Je suis convaincue de ça. Et tu leur donnes finalement aussi l'exemple avec ton histoire quand tu témoignes face à eux, ou face à elles, plutôt. Oui. Parce que tu es une femme aussi. Oui. Et toi, dans cet environnement où y a un leadership à avoir, et comment tu arrives à gérer ça, à faire ça, à avoir ce leadership, justement, en tant que femme, dans cet environnement? C'est vrai que c'est une très bonne question. Comment? Alors, je le fais peut-être grâce au temps, grâce aux épreuves qu'il faut accepter. J'ai connu différents environnements qui m'ont permis de me challenger. Alors, de base, j'aime les challenges. De base, on me donne pas la place, je la crée la place parce que c'est possible. Et donner le ton, ça permet vraiment de donner une certaine posture et faire vivre ce leadership. Il s'est installé progressivement. On peut pas, à 20 ans, c'est possible, certains, tant mieux pour elle, eux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense, pour moi, en tout cas, je l'ai vu, en tout cas, naître, en tout cas, se développer au fur et à mesure des expériences, de travail sur soi, parce que c'est énormément de travail sur soi, d'investissement en termes de temps, en termes de ressources, peu importe, mais c'est ça qui me permet justement j'essaie de le faire vivre par mon contenu. Je pense qu'on peut percevoir qui est Fatima, même si on n'échange pas. J'aimerais échanger avec plein de monde, mais c'est pas possible. Mon temps il est limité. En revanche, j'essaie de donner une partie de moi, de véhiculer c'est ce que je reçois comme message. Fatima, magnifique ce que tu partages. Continue parce que vraiment. Rien qu'avec une citation où tu partages ton quotidien qui donne de l'espoir et qui donne, ça casse un petit peu cette habitude qu'on avait auparavant et on essaie de changer. J'essaie de l'incarner de cette manière, donc avec les différents réseaux sociaux. Et en tout cas, j'espère l'incarner encore le plus longtemps possible et pas l'incarner n'importe comment. Et surtout, je dirais qui puisse être utile. Pour arriver là où tu es aujourd'hui, tu as dit que quand il n'y avait pas la place, tu l'as créé la place, tu prenais ta place. Il y a une certaine aussi confiance qui se dégage dans ça. D'où elle vient cette confiance et surtout, est-ce que tu l'as toujours eue? Cette confiance, est-ce qu'elle a toujours été là? Peut-être, mais enfouie, mais très lointain. Mais c'est... alors, effectivement, on a tous une confiance, tout individu sur cette terre, on a tous une confiance. Je pense que c'est le fait de travailler sur soi qu'on va pouvoir révéler cette confiance. Moi, je l'ai vu au fur et à mesure par mes pairs qui m'ont validé, entre guillemets, ou mon expérience qui a fait que le fait de me tester. C'est ça ce que je recommande ce que je recommande au maximum, c'est si vous souhaitez, si toi tu souhaites savoir où tu vas, teste-toi. J'ai testé tellement d'environnements,
Et j'en dis qu'une partie sur les réseaux sociaux. Je vous assure j'ai testé tellement, et c'est ça qui m'a permis de renforcer non seulement mes compétences savoir-faire, savoir-être, d'avoir cette résilience. Je pense que tu connais les off, et malgré ce qui peut se passer dans ta vie, essaie d'aller jusqu'au bout. Peu importe. Tu auras des tempêtes dans ta vie, et se dire, en fait, il y a une histoire qui me vient à l'esprit, un mal, un bien. Vraiment pour le coup, et ça existe vraiment pour le coup. Et c'est ça qui m'a permis de dépoussiérer, je pense, cette confiance qui était vraiment enfouie et que je voulais pas, en tout cas j'avais du mal à accepter, parce que autour de toi, on te dit pendant X années, tu n'es pas capable, ou si du moins, voilà cette case, elle est pour toi celle-ci. On reste là, et quand tu te dis, bah, tu y crois en fait. Si on répète cette même phrase pendant X temps, bien sûr tu vas y croire. Mais quand tu essayes de casser un petit peu cette case et ces barrières, et tu te dis, mais en fait c'est possible. En fait je vais tester ça, Ah oui, encore je connais pas. Waouh. Tu dis, plus tu vas tester, plus tu vas prendre des risques. Et ça c'est... nous, les êtres humains, la plupart du temps, on n'aime pas l'inconfort, on aime plutôt... c'est le cerveau. On revient toujours à nos neurosciences, c'est incroyable. Finalement, tout est neurosciences, tout est cerveau. Mais oui, clairement, parce que quand tu te dis que c'est possible et je vais tester autre chose, et là, il suffit d'une personne qui teste, qui crée, et que tout est possible. Je rencontre pas mal de personnes qui manquent de confiance en elles. Et je leur dis, bah, si tu veux avoir confiance en toi, c'est pas en restant chez toi que tu vas te dire, faut que je puisse avoir confiance, faut que je puisse avoir confiance, faut que je puisse... T'auras beau te répéter une infinité de fois qu'il faut que tu puisses avoir confiance et travailler dessus, mais si à côté tu ne fais rien qui te donne de l'expérience, peut-être qui fait que tu foires et qu'ensuite tu réussisses et que là tu te dises, ah bah en fait là j'ai réussi ça, t'acquiers une confiance dans ce que tu viens de réussir. Et tu peux, quand même tu n'as pas cette confiance-là, tu peux travailler sur la base de ce que tu as réussi. Exact. Sur la base de ce que tu as réussi à faire. Je parle pas de réussite, j'ai réussi à faire un énorme truc comparé à l'autre. Non, c'est pas comparativement à l'autre, c'est plutôt juste toi par rapport à hier, tu vois. Et après, tu as l'autre truc qui est, effectivement, j'ai deux points de comparaison. Tu as te comparer à ceux qui sont moins bons que toi, entre guillemets, et te comparer à ceux qui sont meilleurs que toi. Et je parle pas de comparaison malsaine. C'est une comparaison où tu te dis, ok, j'ai réussi à faire ça. Il y a qui d'autre qui arrive à faire ça? Qui d'autre arrive à faire ça? Bah, il y a un tel qui n'arrive pas à faire ça. Du coup, je dois le prendre comme un bien dans le sens où, bah, tu vois, j'ai quand même réussi à faire un truc que l'autre ne sait pas faire. Exactement. Je prends confiance en ça. Parce que j'ai réussi à faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Tu vois, il s'agit pas de descendre l'autre, mais juste se valoriser parce que se dire que j'ai réussi à faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Exactement. Ensuite, pour se tirer vers le haut, il faut que tu te compares vers ceux qui sont en haut. Bien évidemment. Lui, il sait faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Faut que j'apprenne à faire ça. Et ensuite, bah, forcément, et c'est pour ça que je dis que tu as deux types de personnes auxquelles tu dois te comparer à un moment donné pour évoluer. Si tu veux prendre confiance en toi et que tu te compares à ceux qui sont en haut, tu prendras jamais confiance en toi. C'est vrai. Totalement ton point de vue. C'est vraiment un équilibre qu'on peut avoir, clairement, parce que tu te dis, tu as les deux éléments, et toujours, justement, j'invite les personnes qui me sollicitent à quelle est, en tout cas, la personne où tu te projettes. Tu vois cette personne, est-ce qu'elle correspond à tes valeurs, regarde son parcours, tout ce qu'elle a pu mener et où elle est arrivée. Et si tu as envie d'arriver à son niveau, ou du moins quelque chose de similaire qui t'inspire. Et là, oui, effectivement. Et regardez toujours, bien évidemment, que y a des personnes qui sont restées, on te critique à un certain stade et on te dit je suis à ce stade-là, et ça te permet de comparer, de dire d'un point A à un point B, et comment tu vas acheminer pour atteindre ton objectif et pas rester ensemble. Et encore une fois, la confiance, aucun être humain va te dire en tout cas, c'est inné, la confiance. Tu l'acquiers c'est un cheminement. Personne n'est parfait déjà. On a tous des qualités et des défauts. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on est complémentaires, comme je le disais et je le soulignais, c'est que tu vas t'entourer de personnes justement qui vont te donner
soit ce goût de challenge amer et tu vas dire ah oui, je suis pas capable. Observe. Juste observe. Et c'est ce que je leur dis, laissez les résultats parler pour vous. Allez vous challenger, n'oubliez pas d'où vous venez, ça c'est important, ça permet vraiment de tracer votre histoire et de dire, d'avoir une certaine gratitude, ça c'est important. Parce que, voilà, je trouve que... Et aujourd'hui, l'histoire que tu traces vis-à-vis de toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors... Excellente question. Qu'est-ce que je pense de ce que j'ai tracé pour le moment? Je suis, comment te dire, totalement satisfaite parce que je suis en chemin et il y a tellement encore à faire et tellement de possibilités. J'espère avoir le temps de pouvoir continuer dans ma mission. Œuvrer, ça c'est très important. Ça c'est ma soif d'apprendre et de continuer à apprendre. Je continue parce que il y a tellement encore à faire. Je vois, encore une fois, je reste j'ai un état d'esprit où je me dis il faut rester flexible, c'est très important. Et quand même, ça c'est très important. Je regarde derrière parce qu'il y a un long chemin. Et si j'ai réussi, et je te le disais en off, c'est grâce à ma famille. Grâce à ma famille et les personnes que j'ai rencontrées, les mentors, les personnes qui m'ont accompagnée, qui sont toujours dans ma vie d'ailleurs, pour certaines. Et l'environnement, c'est incroyable. Et je remercie vraiment, c'est une certaine gratitude et vraiment, c'est incroyable. Et la Fatima d'autrefois, elle dirait quoi si elle te voyait aujourd'hui? Non mais, sérieusement? What? Comment c'est possible? Mais non, incroyable. Qu'est-ce qu'elle dirait? Wow. Je m'attendais pas à cette question. C'est que je sais que tu étais capable, mais tu le savais pas. En tout cas, tu t'es caché de tes compétences, de ton mindset, parce que les deux fusions t'ont permis d'atteindre ce que tu es aujourd'hui. Et je suis convaincue qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Avec des challenges, bien sûr, hein, ça va par pair. On réussit pas s'il n'y a pas une épreuve ou un échec. L'échec, je le vois à l'américaine, pour le coup. L'échec, c'est ça qui te permet de grandir et c'est ça qui te permet de voir un nouveau angle. Je trouve que c'est un bienfait pour toute chose, même si c'est nous, à notre vision, une amertume. Bien au contraire, ça te permet d'aller encore plus loin. Et parce que c'est l'introspection qui m'a permis de voir le gap. Et le fait de faire cette introspection, j'ai pris conscience que j'avais ces compétences-là, mais je les ai pas mis en avant. C'est ça et que je recommande aux personnes, c'est faites des introspections, faites un bilan de vous-même. Vraiment, parce que vous savez pas réellement ce que vous avez capacité de faire et écouter les personnes qui vous entourent, les professionnels ou votre famille, parce qu'ils ont une vision qui va être différente ou un prisme qui vont voir, mais en fait, et je le vois quand j'accompagne les personnes, au fur et à mesure d'échanger avec eux, j'aperçois, ils ont une certaine aisance dans un skills, en tout cas, et où ils n'ont pas prêté attention. Et je mets le doigt. C'est mon but. Voilà. Magnifique. Et aujourd'hui, vers où tu souhaiterais aller encore? Quel est le chemin qui te reste à parcourir? Je vais aller à la Lune. Je vais décrocher la Lune. Je vise l'international. C'est ce que j'aimerais. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne pas uniquement à l'échelle nationale européenne, mais à l'échelle internationale. Donc, je me freine pas de porte, bien au contraire. J'essaie d'échanger avec
avec le monde. Bon, j'ai essayé un petit peu tout ce qui est pays du Golfe, Afrique, le continent africain, Amérique du Nord. Il manque l'Asie encore, tout ce qui est Malaisie, Japon, Corée du Sud. Voilà, tout l'Asie, c'est top. Mais encore une fois, il y a tellement à faire en France, en Europe, ou en Afrique, ou encore côté américain. Il y a tellement de choses à faire. Et j'ai ma feuille de route qui est propre à moi, que c'est comme un diamant. Je vais polir, je vais affiner pour que, à mes yeux, encore une fois, soit le plus parfait. Entre guillemets, la perfection n'existe pas, mais bien évidemment, en tout cas, à mon échelle, pour atteindre cet objectif-là, ces objectifs. Et laisser une certaine empreinte. Ouais. C'est ça mon objectif, avant de partir vers d'autres horizons. Voilà. Et j'ai 2 questions avant de finir pour toi. Dis-moi tout. Après avoir entendu toutes ces histoires, tous ces fragments de péripéties, de réflexion, de prise de conscience, je me pose une question, Fatima, à laquelle tu peux répondre brièvement, J'espère. si tu le souhaites, et aller vers où tu veux. Fatima, je me pose la question, alors, c'est quoi ton histoire? C'est quoi mon histoire? Une femme qui souhaite impacter au niveau international et dire que tout est possible. Clairement, tout est possible. Déjà par mon parcours et par ceux qui témoignent, ceux que j'ai accompagnés, que c'est possible. Ils cassent ces barrières, ils vont là où on les attend pas. Ça, c'est important. Et en tout cas, transmettre certaines valeurs, ça, c'est... En tout cas, c'est ma mission aujourd'hui. Et si je te disais que le micro qu'il y a devant toi s'adresse à toute la planète, tout le monde peut l'entendre, tout le monde peut entendre le son qui va sortir de ce micro, quel serait le message que tu souhaiterais transmettre? D'abord, quel message je pourrais, en tout cas j'aimerais transmettre? Votre temps est précieux, chérissez-le. On n'a qu'une seule vie, alors osez rêver grand. Voilà ce que je dirais au monde entier. Merci Fatima. Merci à toi Durcer. Est-ce qu'il y a un sujet que tu souhaiterais aborder avant de clôturer? En tout cas, on a fait le tour de beaucoup de sujets qui étaient franchement qui me tenaient à cœur aussi. Et, tu m'as surpris, tu m'as challengé pour le coup. Merci. C'est ça qui est agréable, c'est ça que j'essaie de faire vivre au quotidien, c'est mettre du piment dans tout ce que je fais. Ça, c'est important. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir chaque jour unique. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Franchement, c'est top. J'apprécie énormément. Avec plaisir. C'était un plaisir pour moi. C'est un plaisir partagé. Eh ben, magnifique. On fait le clap de la fin. Oh, oui. Est-ce qu'on sera aussi synchro que le premier clap? J'espère. 1, 2, 3. Magnifique. Super. Que dire de plus? Que dire